Tous autour de nous, on connaît quelqu'un qui en a déjà subi. Que ce soit une pote ou un pote, une sœur ou un frère, une cousine, bref. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui a eu le malheur un jour dans sa vie de subir des violences sexuelles. Et comment dire que quand tu regardes les stats, tu comprends mieux pourquoi. Rien qu'en 2022, c'est pas moins de 84 500 personnes qui en ont été victimes. Et encore ça, ce sont uniquement les gens qui sont allés porter plainte. D'après l'enquête Genèse parue en 2020, c'est seulement une personne sur 10 qui porte plainte dans un commissariat ou une gendarmerie. En prenant ça en compte, on dépasse donc largement le demi-million de victimes de violences sexuelles par an. Ça fait beaucoup. Et ce qui est triste, c'est que c'est comme ça depuis toujours. Le seul truc qui a changé, c'est que depuis le mouvement MeToo, on en parle. Ces dernières années, on a vu exploser le nombre de témoignages, de représentations dans la culture, le nombre de personnalités publiques qui ont pris la parole, et d'autre part celles qui se sont fait cancel par les médias suite à des accusations. Et même si c'est loin d'être assez, c'est déjà ça qu'on a par rapport aux anciennes générations. Parce qu'on va pas se mentir, c'est surtout via les réseaux sociaux que ce mouvement-là est né. Le problème avec tout ça, c'est qu'une partie de l'ancienne génération reste généralement marginale au débat sur les violences sexuelles. Alors que logiquement, ce sont elles qui en ont le plus subi. Mais entre nous, qui a déjà osé poser la question à ses parents ? Moi j'en parle pas avec mes parents. Non. Je parle pas de ça avec les parents. Pas du tout, alors là, culturellement parlant chez nous, non. Mais pas parce que c'est pas parce que c'est tabou, c'est parce que moi je sais pas, je me sens pas forcément à l'aise d'en parler, je trouve ça intime. Moi avec ma mère c'est grave naturel justement. Genre ça va plus venir avec ma mère ou ça va venir naturellement qu'avec mon père, jamais. Ça peut m'arriver, mais ce n'est pas un sujet qu'on va aborder facilement. Ça va être plus sur le ton de l'humour. Je laisse mon ami répondre. Pour moi, ça peut être genre une violence physique, mais en rapport avec le sexe. Ou ça peut être juste, je sais pas, un attouchement ou quelque chose qui est pas consenti. Ouais, c'est ça, qui est pas consenti, qui est forcé. Ouais. Quelque chose qui te fait du mal en vrai. C'est ça. Que ce soit physiquement ou psychologiquement. Une violence sexuelle, c'est un acte pas consenti. En vrai, c'est genre que ce soit un acte ou une parole à caractère du coup sexuel. Donc un acte, ça peut être du coup un contact pas désiré, pas consenti, ou même une parole, ça peut être genre par exemple du harcèlement sexuel à l'égard souvent de la gente féminine par des hommes. Moi, dans mon image, c'est un peu ça, tu vois. Une violence sexuelle, c'est quand quelqu'un subit une violence à cause de son sexe, ou une violence physique, tu vois. En tout cas, un attouchement sur des parties qu'on n'est pas censé toucher, quoi. Ça peut laisser une trace, je veux dire, comme une blessure morale ou physique. Jamais. Non. Non, jamais. Non, moi j'ai jamais demandé, mais elle m'en a parlé. Moi, j'ai jamais demandé. Celle qui m'en a parlé, elle m'a raconté ce qui s'était passé. Et ça te viendrait à l'esprit de leur poser la question ? Je pense que ça pourrait être pas intéressant, mais ça pourrait être une question pertinente. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudra un moment très propice qui s'est pas encore présenté pour moi. Alors oui, j'ai déjà demandé lors d'une découverte qu'on avait fait dans l'ancien appartement de mes grands-parents, où on avait découvert un œil de bœuf, je crois qu'on dit ça comme ça, dans la porte de la salle de bain. Du coup, je demandais quand même qu'est-ce que ça faisait là, quoi. Et du coup, j'ai posé la question à ma mère, et c'est là où on en est arrivé au sujet fatidique, et elle m'a expliqué en fait que mon grand-père avait des attitudes de voyeur. En fait, pour moi, j'irais pas rentrer dans cette intimité-là, parce que pour moi, si la victime elle se sent pas à l'aise pour m'en parler, je me verrais pas rentrer dans cette intimité-là et lui demander. Enfin, c'est même pas de l'intimité, c'est personnel, c'est gênant peut-être. Ouais. Mais après, des fois, il y a des gens qui ont besoin de... C'est ça. D'être poussés pour en parler aussi. Est-ce que c'est le fait que ça soit une personne ou le fait que ça soit tes parents ou tes grands-parents, ça ajoute un truc... Non, en vrai, c'est le fait que je le sache pas. Genre, par exemple, si je savais
par exemple de quelqu'un de ma famille, voilà, il m'a dit que je sais pas, ma tante elle s'est fait agresser, quelque chose comme ça. Là peut-être que j'essayerais voilà, mais d'instaurer, je sais pas, de poser quelques petites questions et tout. Mais là le fait de pas du tout savoir et de me dire tiens maman, est-ce que tu t'es fait agresser, je pourrais pas genre. Mais si j'avais un doute, je pense que je demanderais. Okay. Si moi elle m'en a parlé, mais moi j'ai demandé plus de détails, après j'ai demandé qu'elle me raconte. Mais parce que c'est venu dans la conversation, enfin vu comme on a parlé, bah, t'as plus de facilité à poser des questions, mais de moi-même je pense pas que j'aurais demandé non plus. Et est-ce que, dernière question, est-ce que tu penses que ça a pu arriver? Oui, je pense que oui. Et pour toi, qu'est-ce qui empêche enfin justement à tes parents ou grands-parents de parler de ces choses-là? Franchement, je pense que c'est vraiment l'aspect culturel, genre c'est tabou dans notre culture de parler de ce genre de choses. Parce que même quand ça m'est arrivé, justement j'ai galéré à l'avouer à mes parents en fait à cause de ça aussi, tu vois, la honte et tout. Et... Voilà. Est-ce que tu veux le savoir? Oui, j'aimerais bien le savoir en vrai, parce que je pense qu'une violence sexuelle, ça te forge aussi, pas que une violence sexuelle, hein, bien évidemment, mais je pense qu'une violence sexuelle, ça forge une personnalité, une personne, ou pas, peut-être que ça forge pas, mais je pense que ça laisse une trace et ça change un individu, une violence sexuelle. Pour toi, c'était important qu'elle t'en parle? Ouais, pour elle, parce que vu qu'elle en parle à personne, je pense que ça lui ferait du bien qu'elle en parle plus. Après, pour moi, c'est important parce qu'aussi ça peut expliquer des comportements qu'elle a aujourd'hui, certaines choses peut-être. Et dernière question, est-ce que tu penses que ça a pu arriver, toi de ton côté tu le sais, et toi est-ce que tu penses que ça a pu arriver? Dans ma famille peut-être, mais ma mère non. Je pense pas. Je pense qu'elle me l'aurait dit. Bon, de ces entretiens, on retient que globalement, tout sujet qui mêle sexualité et parents dans la même phrase, c'est tabou. Pas de surprise donc, ou presque, parce que je dois avouer que je m'attendais carrément à avoir aucun témoignage. Et ça, c'est plutôt positif. Ça montre que le dialogue, il est encore possible entre les parents et les enfants, ou au sein même de la famille. Ce que je me pose comme question maintenant, c'est qu'est-ce qui freine cette libération de la parole chez nos aînés? Pour répondre à mes questions, j'ai contacté la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui m'a redirigé vers leur médecin légiste Sophie Tellier. La Maison des Femmes de Saint-Denis, c'est une safe place où les femmes peuvent accéder à des services de soutien, de conseils juridiques, médicaux ou psychologiques. Et l'unité dans laquelle Sophie travaille, elle est un peu spéciale puisqu'elle prend en charge des femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles de plus de 15 ans, en Seine-Saint-Denis, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le tout sans rendez-vous. L'un des objectifs de cette unité, c'est d'offrir une alternative au commissariat en proposant de recueillir des preuves dans un lieu réservé aux femmes qui seront ensuite gardées pendant 2 ans. Parce que c'est pas un secret, les comico-français, c'est pas ce qui se fait de mieux en termes de lieu d'écoute. Et garder les preuves 2 ans, ça permet aux victimes de porter plainte bien après que les actes soient survenus. Et quand tu sais que seulement 7% des plaintes donnent lieu à une condamnation, tu comprends l'intérêt de cette unité. La parenthèse maintenant fermée, je voulais savoir ce que Sophie pensait de notre sujet, je suis donc allé la rencontrer et je lui ai posé mes questions. Bah, je pense que déjà, c'est la sexualité de manière générale qui était un peu tabou sur les générations précédentes, donc encore plus, on va parler des violences sexuelles. Je pense aussi que ça dépend du contexte de survenue des violences. Est-ce que c'est contexte incestuel? Est-ce que c'est des violences sexuelles qu'elles ont subies en étant pas du tout dans la sphère personnelle, familiale? Souvent on s'imagine que le viol, c'est le viol sous le porche. Mais c'est quand même 90% des cas que des gens que tu connais. Donc je pense qu'il y a ce côté voilà, retenu de la parole parce que bien souvent bah, c'est des personnes que tu identifies dans ton entourage et que par définition ça risque de briser des choses aussi autour de toi. Ça peut être des relations amicales, des relations familiales, donc ça peut te faire perdre ton travail. La peur de ne pas être cru aussi. Ces personnes-là, je pense que tu traverses aujourd'hui le mouvement MeToo, voilà, ça a quand même changé beaucoup les choses, mais il faut se projeter il y a quelques années, c'était parole contre parole. Si tu disais que tu t'étais fait agresser sexuellement, bah, il fallait pouvoir le prouver. Tu as été toi-même victime de violences sexuelles, je pense que c'est très compliqué de se positionner vis-à-vis de son enfant, si c'est une fille, de te positionner vis-à-vis de ta fille par exemple, parce que tu vas projeter tes angoisses sur elle en fait. Donc par peur
de projeter en fait ce que toi tu as vécu sur elle, tu vas te mettre dans l'autocensure, tu vas peut-être verrouiller des portes autour de tout ce qui est sexualité, parce que tu as peur en fait d'insuffler chez elle quelque chose que toi tu as vécu. Donc tu vas être sur la retenue, tu vas te dire surtout pas, faut pas que j'aborde ce sujet, soit parce que toi-même tu as peur de t'effondrer devant ton enfant et que ça c'est pas possible, soit parce que tu as peur de lui transmettre des choses. Mais je pense que malheureusement c'est pas la bonne attitude à adopter, parce que c'est prouvé, hein. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a des répétitions familiales, qu'on a des situations de violence sexuelle chez des jeunes, où tu te retrouves avec la jeune fille et en fait la mère on la voit dans un second temps et la mère va se confier à toi en te disant mais en fait vous savez docteur moi aussi j'ai été victime de violence sexuelle, et donc là c'est horrible à dire hein, mais tu le sens à 3000 km, il y a un contexte, voilà, il y a un climat qui s'est instauré, souvent c'est des enfants qui ont très peur en fait de la réaction de leurs parents vis-à-vis de l'annonce des violences qui leur ont été faites. À tort, parce qu'en fait ils se rendent compte en fait qu'un de leurs parents a été lui-même victime et donc du coup ça va faire un écho, ça va être très compliqué voilà, sur le plan relationnel. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'effondre aussi à ce moment-là, c'est une espèce d'image en fait tu as construit une image autour de ton parent et du coup tu t'imaginais pas qu'il avait pu vivre ça, donc ça fait écho avec toi. Parfois ça va faire écho dans le bon sens, parfois ça va faire écho dans le mauvais sens, c'est-à-dire que ça va créer aussi des tensions parce que tu comprends pas pourquoi on t'a menti. Enfin, voilà. Mais le fait est que quand tu es une mère et que tu as vécu des violences sexuelles, je pense que malheureusement c'est inné, c'est-à-dire que tu peux pas te retenir de verrouiller en fait, t'as envie de mettre ton enfant sous bulle mais tu peux pas. Et donc je pense que ça passe par des verrouillages en fait autour, c'est-à-dire d'évocation de sujets qui pourraient poser problème autour de cette sphère-là, parce que toi tu te sens pas en capacité, si tu t'es pas fait accompagner en tout cas, de pouvoir évoquer des sujets sensibles où toi tu sens que c'est une faille, une zone de sensibilité extrême et que du coup tu as peur de fléchir devant ton enfant, ce que tu peux pas te permettre. Pour Sophie, les parents victimes évitent le dialogue autour des violences sexuelles par protection d'eux-mêmes, pour ne pas paraître vulnérables, mais aussi par peur de transmettre ce poids à leurs enfants et de voir le même schéma se reproduire. Cette discussion avec Sophie, elle nous amène à la dernière partie de notre reportage, qui est sincèrement celle sur laquelle on a le plus galéré. Puisqu'on parle de parentalité et de violence sexuelle depuis tout à l'heure, mais ce serait peut-être bien de savoir ce que les premiers concernés, à savoir les parents, en pensent. Pour obtenir un témoignage, j'ai contacté plusieurs assos et après des mois et des dizaines de refus, j'ai finalement reçu un mail de Élise. Élise, elle est bénévole à la collective des mères isolées et elle a vécu le cauchemar de tout parent, puisque 2 de ses enfants ont subi des violences sexuelles de la part de son ancien compagnon. Et ce n'est pas la première fois que sa famille est confrontée à des violences sexuelles, car sa mère, Jocelyne, a elle aussi été victime alors qu'elle avait seulement 6 ans. Ensemble, elles ont choisi de témoigner et je les remercie encore de nous offrir leur parole en sachant ô combien il peut être difficile de parler de son expérience publiquement. Alors Élise, Jocelyne, du fond du cœur, merci. Pour synthétiser, mes filles aînées ont été victimes d'agressions sexuelles de la part de mon compagnon de l'époque, qui est le père de ma petite dernière. C'est un soir, une de mes filles m'a avoué ce qu'elle subissait finalement, tout innocemment, parce que pour elle c'était pas grave. Et donc dès le lendemain, on a été à la gendarmerie pour porter plainte. Et ça s'est enchaîné très vite parce que alors il était dans ma petite enfance, professionnel de la petite enfance. On vivait toujours sur le même toit parce qu'on était en couple et on a une fille en commun. Et je pense que pour les gendarmes, ça a été une urgence de nous protéger, de continuer, d'arrêter en fait ce qui se passait à la maison. Donc ils l'ont interpellé dès le soir même. Donc il a été placé du coup de suite, l'enchaînement a fait qu'il a été en garde à vue 48 heures et il a été placé en détention provisoire jusqu'au procès. Et par chance, l'enquête n'a duré que 1 an. Je dis que parce que généralement c'est facilement 2 ans, 2 ans et demi. Là, on a eu la chance qu'il ait avoué. Donc c'est une réelle chance. Et le procès a eu lieu 1 an et demi après notre plainte. Le procès a été très dur à supporter pour moi, en tant que maman. Ce qui a été dur, c'est que finalement 1 an et demi plus tard, je me suis retrouvée face à l'agresseur de mes filles, donc mon ancien conjoint avec qui j'avais fait un enfant. Et du coup, il a écopé de 36 mois de prison
ferme. Il en a fait 17. Voilà. Et donc il est sorti 4 mois après le procès, parce que la détention provisoire compte dans ces mois de prison. Ça a touché tout le monde finalement. Ça m'a touché moi en tant que maman, ça a touché mon fils alors qu'il n'est pas victime, mais parce qu'il s'en veut aussi de n'avoir rien vu, rien entendu. Donc, ouais, je pense qu'il faut aller chercher l'aide où on peut la trouver, mais c'est à nous de chercher. Moi je l'ai mal vécu, mais heureusement qu'on communiquait beaucoup, je suivais l'affaire avec... mais il n'aurait pas fallu que je l'ai en face de moi, quoi. L'agresseur, je pense que... mais je l'ai très mal vécu. Parce que j'ai toujours eu ces souvenirs en tête. Et moi, comme je disais, j'ai réussi à en parler, j'avais 40 ans, j'en ai parlé à mes parents. Parce que quand je suis arrivée chez mes parents, ils m'ont dit « Tiens, il y a monsieur, donc ce monsieur, qui est décédé. » Je sais pas, c'est bien fait pour lui. Mes parents m'ont regardé bizarrement, et c'est là que je leur ai dit. Et mon père qui m'a dit « T'aurais dû me le dire avant, j'aurais tué. » Mais parce qu'à l'époque, ça se disait pas, quoi. Et j'avais 6 ans sur ma tête quand ça s'est passé. Donc il y a quand même eu un laps de temps où j'ai enfoui ça dans mon cerveau, dans un petit coin, et puis voilà, quoi. Comment vous en avez parlé, vous deux, la première fois? Disons que moi j'ai élevé mes enfants de la façon où jamais s'il y avait un film sur l'inceste ou des choses comme ça, je voulais pas qu'ils regardent. Je leur ai toujours dit que ce soit papa, pépère, les tontons, les tatis, même mamie, qui vous touche, vous me le dites tout de suite. J'ai vécu avec... je les ai peut-être traumatisés, hein, je sais pas, mais moi j'ai élevé mes enfants comme ça. T'avais peur que le schéma se reproduise? Ouais. Bon, en général, on a toujours peur de ça. Et en plus, c'était vraiment... ce qui m'est arrivé, c'est quand même un ami très très proche de mes parents, quoi. Et en général, c'est soit la famille, soit des amis très proches. Toi, Elise, t'as réalisé quand ce qui était arrivé à ta mère? Mais je pense que j'ai jamais réalisé. Elle a dû le dire une fois, dans une conversation. Je veux dire, elle a jamais raconté. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'elle s'est fait agresser. Comment, par qui, je pense même pas, je sais même pas par qui. Voilà, c'est. Non, ça reste quand même assez tabou. Après, oui, elle l'a redit du coup, quand je l'ai appelée pour dire Gabi m'a dit ça. Voilà, elle l'a redit, mais pas dans les détails non plus. Moi aussi j'ai vécu ça. Mais ça reste quelque chose de secret, j'ai du mal à en parler quand même. Hein, et puis ça monte quand même. Il y a quelque chose qui s'est bloqué en moi. Comment on appréhende de parler de ce genre de choses à ses enfants? Déjà, on n'a pas, en parlant, on le revit. On revit cette histoire et on n'a pas envie de la revivre en fait. C'est pour ça que c'est caché dans un petit coin de votre cervelle et que vous n'en parlez jamais. Alors moi, j'ai pas vécu d'agression sexuelle, mais c'est ce que je ressens aussi de mes filles. Pourtant, elles sont encore petites et je veux dire, elles ont été entendues, écoutées, enfin tout a été fait finalement dans les règles. Mais là, voilà, pour elles, c'est passé, j'en parle quand on me pose des questions, voilà, il n'y a pas de tabou. Mais toi, je sens, je sens. Par exemple, moi je sais pas tout de ce qu'elles ont vécu. Alors j'ai eu les comptes rendus, mais ça reste des comptes rendus d'audition, etc. Donc je sais pas tout. Et je pense heureusement qu'on sait pas tout. Mais c'est bien qu'elle puisse en parler avec quelqu'un, avec des associations. Moi j'ai pas eu cette chance en fait. J'ai tout gardé pour moi et peut-être que ma vie, la vie que j'ai eue, a certainement découlé de ce que j'ai subi quand j'étais plus petite. Même trouver quelqu'un d'autre, là je supporte plus, je peux plus. En fait, toute ma vie a découlé de cet incident. Et je trouve que c'est bien qu'elle puisse en parler avec d'autres personnes, sans tabou, et ça c'est magnifique. Je vous pose une petite dernière question. Si vous pouviez dire quelque chose à quelqu'un qui a été victime de violence, une mère ou une enfant,
Qu'est-ce que vous lui direz? Ne pas rester seul et en parler avec des gens, comment dire, des professionnels ou des associations, peu importe, mais il faut qu'ils en parlent. Et moi, je vais même aller plus loin, c'est que même dans le doute, quand on recueille la parole d'un enfant, c'est même s'il y a toujours un doute, parce que voilà, c'est la parole d'un enfant, il y a toujours ce... Voilà, on sous-estime souvent voilà, ce que les enfants nous disent. C'est dans le doute, voilà, il faut aller à la gendarmerie, à la police, il faut le dire, parce qu'on ne sait jamais en fait.